La réparabilité, c'est le thème du débat de ce Smart Impact avec Julien Sylvain, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Telibert. Guillaume Ballas, bonjour. Bonjour. Délégué général du réseau Envie. On va commencer par des questions toutes simples de présentation. Telibert, votre philosophie, c'est quoi? Le luxe durable, j'ai lu ça? Alors, Telibert, d'abord, on a un acteur incontournable maintenant du matelas en France. Donc, on a 10 ans en 2025. Ouais. Et donc, on reste une jeune société, mais on a vraiment changé la manière de vendre le matelas. Il faut imaginer qu'avant, le matelas, c'était vraiment des très grandes boutiques avec plein de matelas, des promos partout, un choix qui est très compliqué. On a toujours l'impression de se faire avoir quand on achète un matelas. Et nous, on a simplifié tout ça avec une offre extrêmement courte. On a commencé avec un seul matelas, une marque plutôt bienveillante, avec le prix juste toute l'année, une technologie qui est simple à aborder. Et on a développé comme ça la société. Donc aujourd'hui, on est vraiment incontournable. On a vendu un peu plus de 300 000 matelas. Qu'on a une grosse part de marché, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on vient effectivement de lancer un produit plus haut de gamme qui est réparable. Ouais, luxe durable, on y reviendra dans un instant. Le réseau Envie, en quelques mots, Guillaume Ballas? Alors nous, on fait du reconditionnement électroménager. Nous sommes des entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc on s'adresse à des publics éloignés de l'emploi qui on permet de reprendre pied dans la vie économique. Et on est économie sociale et solidaire. Voilà, c'est 3800 salariés aujourd'hui et plus de 100 points d'entrée dans le territoire. Ouais. La rénovation, la réparabilité, c'est au cœur de votre activité? Oui, parce que si jamais nous ne pouvons pas réparer, parce que notamment la fabrication des appareils l'interdit, ce qui est parfois le cas ou parfois la volonté, avec l'idée du fabricant de se dire il n'y a que moi qui aurai la main sur la réparation, qui pourrait autoriser les pièces détachées ou même le dépeçage de l'appareil, on ne peut plus faire notre travail. Donc évidemment, il y a un enjeu absolument majeur. Mais enfin, beaucoup de fabricants aujourd'hui comprennent cet enjeu. Il ne faut pas être pessimiste. Oui, alors on essaye de jamais être pessimiste dans cette émission. On va évaluer justement cette mutation en cours. Vous lancez donc un nouveau matelas qui s'appelle Grand Ours. Alors, il est réparable à vie. Ça, c'est la promesse marketing, on va dire ça comme ça. Mais comment vous la tenez, la promesse? Je pense qu'on partage une vision qui est celle que, en fait, le meilleur produit à mettre sur le marché, c'est le produit qui ne pollue pas, évidemment. Donc, du coup, si on peut réparer un ancien produit, on réduit vraiment. Dans le cas du matelas, un matelas, en moyenne, c'est 300 kg de CO2. Donc, c'est quand même un produit qui est assez polluant et assez important dans notre vie aussi. Donc, du coup, on a beaucoup réfléchi en interne sur ce qui permet de réparer un matelas. On a, par exemple, nous, notre matelas principal, c'est un matelas qui est entièrement déhoussable et on peut laver la housse du produit. Ça paraît bête, mais en fait, il y a moins de 5% des matelas qui ont une housse qui est lavable, alors que c'est le premier problème d'un matelas, c'est la housse qui est tachée. Et c'est dommage de se débarrasser d'un produit uniquement pour ce détail-là. Mais on allait plus loin pour ce produit plus haut de gamme, où on avait, comme on vise un confort plus sophistiqué, on veut vraiment un produit qui plaise à une gamme de clients qui est prêt à mettre plus d'argent dans le matelas. Parce qu'il coûte combien ce matelas Grand Ours? Il coûte 2690 €. Oui, effectivement. Ça paraît cher par rapport à notre gamme, c'est pas très cher par rapport au prix moyen du matelas vendu chez les spécialistes. Et par contre, du coup, on s'est dit c'est l'opportunité de vraiment innover, de mettre ce qu'on sait faire dans le matelas. Et donc, du coup, on a non seulement la housse qui est remplaçable, mais on a aussi le matériau d'accueil qui est le deuxième problème le plus fréquent qui va... Matériau d'accueil, c'est-à-dire C'est la couche sur laquelle on va dormir directement. Qui, elle, mécaniquement, avec l'effet du temps et de la transpiration, évidemment, et du poids du dormeur, va s'affaisser. Mais par contre, l'âme du matelas, c'est-à-dire l'intérieur, les ressorts, il y en a 1600 dans le cas de ce matelas, elle ne va pas bouger pendant 30 ans. Et en fait, c'est tellement dommage de se débarrasser d'un produit alors que le moteur du matelas, lui, est intact. Donc, on a vraiment imaginé notre produit pour qu'il soit réparable. Donc, le client va pouvoir nous solliciter, on va lui renvoyer les pièces d'usure du produit pour que son produit puisse durer 30, 50, 40 ans. Ouais. Vous fêtez, là, au mois de novembre, les 40 ans du réseau Envie. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'évolution, c'est-à-dire, vous sentez la mutation depuis quoi? Une petite dizaine d'années? Vous commencez à avoir des constructeurs, des marques qui se disent oui, mais il faut quand même qu'on lâche un peu et que nos produits soient plus réparables? Alors oui, on le voit de manière extrêmement nette, notamment chez les fabricants qui sont aujourd'hui en Europe, alors qui fabriquent en Europe ou qui fabriquent ailleurs, mais dont les sièges sociaux, l'intelligence, j'allais
dire, de conception est en Europe. Le problème et le risque, c'est qu'on voit depuis à peu près maintenant une année et demie, les flux d'électroménagers en provenance d'Asie de l'Est, de Chine, pour tout dire, à très bas prix, qui correspond à une stratégie industrielle chinoise, hein, on le sait dans d'autres domaines, arriver en Europe de façon forte. Or ça peut tout casser. Parce que les fabricants vont se dire, il y a du low cost en gros qui est en train de nous concurrencer. On ne va pas se faire des efforts à construire des appareils réparables, un peu plus chers, qui risquent, etc., etc. Et c'est dommage parce que nous, on vient de faire une analyse de cycle de vie de l'électroménager reconditionné. Alors, les chiffres ne sont pas encore officiels, je ne vais pas vous les donner, mais on va les donner très bientôt. Dans l'esprit. Ah, c'est impressionnant. Hein, je veux dire, on est sur des multiples qui sont à 2 chiffres d'impact en moins sur l'environnement et notamment sur les gaz à effet de serre de la part des appareils reconditionnés. Donc on voit qu'une machine à laver qui est reconditionnable ou pas, c'est quoi? C'est 20-30%? C'est ça. Non, pas 20-30%, c'est x30. Ah oui, oulala, j'étais très loin du compte. On va être sur des échelles extrêmement impressionnantes. Hein. On rendra ça public bientôt justement avec nos 40 ans. Mais il y a donc aujourd'hui un enjeu fondamental qui fait qu'on peut changer les choses. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aujourd'hui, en faisant autrement d'un point de vue industriel, avec des produits qui durent beaucoup plus longtemps, et c'est possible, et vous le montrez aussi, changer la donne en termes climatiques. Ouais. Il y a d'autres leviers d'action. Il y a par exemple le recyclage alors là, pas seulement le matelas, mais de la literie, de ce qui l'entoure. Là aussi, vous travaillez là-dessus? Alors, on travaille sur plusieurs choses. Déjà, évidemment, nous, on a un éco-organisme écomobilier qui fait un super travail. Aujourd'hui, quand on livre pour les gens sérieux comme nous, ce n'est pas le cas de tous les acteurs, mais quand on livre un matelas, on est obligé de proposer au client de reprendre son ancienne literie pour pouvoir massifier le flux de produits collectés et pouvoir les transmettre en bon état aux recycleurs. Donc ça, c'est un travail formidable qui a été fait. La majorité des acteurs sérieux comme nous participent du coup à cette tâche avec grand plaisir. Ça s'appelle Écomobilier, c'est ça, l'éco-organisme? L'éco-organisme qui s'occupe de ça. Et derrière, nous, effectivement, maintenant que la filière de matières recyclées s'améliore et améliore la qualité de ses produits. Nous, on essaye d'intégrer un maximum de matières recyclées dans nos produits. C'est pas toujours possible, mais par exemple, dans nos matelas, l'intégralité des ressorts sont faits en acier recyclé. Pour la majorité de nos produits, les textiles aussi sont des textiles issus de polyester, de coton recyclé. Donc, on intègre ces matières-là. Après, là où je vous rejoins, c'est que l'impact de la matière recyclée par rapport au prolongement de la durée de vie du produit à la réparation, il est infime. En fait, en réparant le matelas Grand Ours, avec quelques pourcentages de poids carbone du produit, on va rajouter 10 ans ou 15 ans de durée de vie. Donc c'est vraiment un axe prioritaire de travail pour nous. On a pour objectif que l'intégralité de nos produits soit réparable d'ici 2 ans. Et il faudrait que ce soit le cas pour tous les metteurs sur le marché de produits de grande consommation, en tout cas pour l'équipement de la maison. Ouais, et le levier du prix, on y revient. C'est-à-dire que si vous faites face, je vous pose la question à vous, Julien Sylvain, à une concurrence, alors étrangère évidemment, le mot est facile, mais c'est souvent ça, à très très bas prix, vous, votre modèle économique, il est en souffrance. À quel point il est fragile, vous voyez ce que je veux dire? Une bonne manière de démontrer l'intérêt d'investir dans des produits de qualité, c'est évidemment le plaisir qu'on va prendre à utiliser le produit au quotidien, mais c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, mais c'est aussi de pouvoir rationaliser le rapport qualité-prix sur une durée longue. Donc nous, on explique aux clients que effectivement, acheter un matelas qui est fait en Chine à 400 €, c'est tout à fait possible. Par contre, ils vont le garder pendant 3 ans, parce que très vite, il va se dégrader. Et donc investir sur un matelas qui va valoir 2600 € et qu'on va garder pendant 40 ans, c'est plus intéressant. Sauf que quand on en est un peu sorti, mais quand on est dans une période de forte inflation, c'est très difficile de faire passer ce discours-là. Vous avez commandé un sondage à l'Institut Opinionway, justement sur le rapport des Français au reconditionné. Alors là, voilà, est-ce qu'on est un peu dans cette schizophrénie, c'est-à-dire on en veut beaucoup, mais est-ce qu'on est prêt à mettre l'argent pour, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que dit le sondage, c'est d'abord une première leçon qui est inquiétante, c'est que la motivation écologique par rapport à il y a quelques années est en très forte baisse. La motivation pour aller le reconditionner est liée en effet à la période d'inflation qu'on a vécue ces 2 dernières années, et donc c'est d'abord et avant tout le prix. Ce qui fait que pour nous en vie, c'est pas trop dérangeant, puisque nos appareils reconditionnés sont moins chers que le prix moyen du neuf, de 30 à 60%. Mais c'est vrai que si on raisonne en termes d'allongement de la durée de vie de produits, et notamment d'avoir des produits qu'on achète plus cher, mais avec des services
qui nous accompagne pendant très longtemps, eh ben, en fait, il faut découper le prix par le nombre d'années. Hein, c'est assez simple. Et pas simplement voir l'investissement dans l'appareil ou dans le produit sur le moment, hein, entre guillemets. Et donc faire ça sur le long terme, en fait, c'est ce que faisaient nos anciens. Hein, c'est ça qui est drôle, hein, c'est qu'on revient en fait à des conceptions économiques qui existaient, qu'on a un petit peu oubliées avec la surconsommation sans régulation qu'on a vécue ces dernières années. Ouais. Est-ce que je reste avec vous, Guillaume Balas, est-ce qu'il y a un effet pervers de l'économie circulaire au sens où on se dit, pour les vêtements par exemple, on se dit tiens, je peux m'acheter des t-shirts qui valent pas cher parce que je sais bien que je pollue la planète, mais c'est pas grave, je vais les revendre sur tel et tel site. Évidemment, je vois très très bien ce que vous voulez dire. Et sur le textile, oui, il y a un problème. Il y a une conception, notamment chez les jeunes consommateurs, qui est de dire finalement c'est des produits pas chers. Il y a des circuits de vente individuels qui se mettent en place. En fait, on est et consommateur et commerçant, hein, entre guillemets. Et donc finalement, alors qu'on achète des produits qui ont déjà de la seconde main, qui ont déjà été portés, on va en acheter de plus en plus, ce qui annule l'effet écologique. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, et ça c'est un point très important, l'économie circulaire ne suffit pas. Il faut aussi de la sobriété dans la production et de la sobriété dans la consommation. Voilà, si on n'a pas les deux, ça ne marche pas. Ouais. Et alors, on en revient au modèle économique commercial. C'est-à-dire que le modèle économique commercial, c'est quand même au départ de vendre le plus de produits au plus grand nombre de personnes. Ouais. Vous l'avez abandonné en partie, ce modèle ? On est devenu entreprise à mission en 2021 avec cette analyse qui est parfaite, hein, qui est on a nous un rôle à jouer dans la sobriété des consommateurs autant que dans la performance écologique de notre production. Donc on essaye de réduire évidemment l'empreinte carbone de nos produits, mais aussi de déclencher ou d'enclencher, on va dire, une dynamique vertueuse dans notre industrie. C'est notre grande mission au sein de Teddy Bear. Donc on a beaucoup travaillé sur les matériaux, notamment, on en revient toujours aux anciens, mais notamment sur la laine qu'on a intégrée dans nos produits. Donc on utilise la laine qui est extrêmement vertueuse, qui est jetée aujourd'hui pour l'intégrer dans nos produits, et on travaille sur des enjeux comme la réparabilité pour allonger la durée de vie des produits. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.